On va enchaîner maintenant avec un nouveau plateau. Deux autres grands éditeurs de littérature. Je vous demande d'accueillir Anne-Sylvie Bameul, présidente du directoire des éditions Actes Sud. Et Emmanuel Carcassonne, directeur général des éditions Stock. Mais oui, c'est parce qu'on avait terminé par les garçons dans les montées sur scène que j'ai commencé par les garçons, mais je ne comptais pas recommencer. Bon, alors, Anne-Sylvie, c'est une première. Donc, voilà, il va falloir peut-être parler de tout ce qui a présidé à l'esprit de cette rentrée littéraire, qui, encore une fois, est très féconde, elle est très arborescente. Cette rentrée d'Actes Sud, elle part dans différentes directions. Il y a un premier roman, on y reviendra parce qu'il est particulièrement remarquable, je trouve, et je ne suis pas la seule, je crois que Jacques partage mon enthousiasme. Mais il y a aussi des auteurs qui sont éprouvés, il y a des auteurs qui ont voulu, j'imagine, faire partie de la rentrée, d'autres qui ont été choisis. Quel a été l'esprit général de cette rentrée aux éditions Actes Sud? Donc ce cru 2023, donc, orchestré par Bertrand Pi, effectivement, alors les livres n'ont pas été choisis au regard de cette thématique, mais il faut reconnaître qu'ils se rejoignent autour d'un thème, comme le soulignait Bertrand, qui est celui de territoire. Mais le territoire, c'est vaste, c'est un mot qui recoupe énormément de réalités, et chacun de ces livres, finalement, vient se poser l'un à côté de l'autre et raconte une partie. Un territoire, c'est effectivement un espace de vie très contraint aujourd'hui par les conditions climatique qui finalement aujourd'hui nous dicte un peu la façon dont nous allons vers le futur. Mais aussi, le territoire, c'est là où tout commence, tout finit. Donc c'est des histoires à la fois de naissance, de mort. Et les ouvrages viennent justement explorer ces éléments. Mais c'est aussi un territoire d'errance, un territoire indomptable. Et c'est finalement... c'est tous ces éléments-là que l'on retrouve à travers cette rentrée. Je soulignerai pour ça, effectivement, dans la liste, effectivement, dans les territoires indomptables, c'est effectivement Étrave de Sylvain Coher qui vient bousculer, mais pas mal de choses. Et effectivement, ce premier roman aussi qui explore cet intime, comme Clément Camard-Mercier. Et voilà, et pas mal d'éléments qui viennent justement explorer où nous vivons sur cette lisière, finalement, ce bord de l'abîme où nous amène la société dans son ensemble. Moi, j'avais aussi remarqué dans votre entrée le thème de la rencontre. Évidemment, je pense aussi à Clément Camard-Mercier dans le roman de Jeanne et Nathan, puisque ça raconte, et alors là, je dois dire que c'est un pitch, entre guillemets, original, la rencontre d'une star du porno cocaïnomane et d'un prof de cinéma tout aussi cocaïnomane. Mais alors, ce qui est amusant, c'est que la star du porno rêve de monter Phèdre en film porno et que le prof de fac, lui, est un spécialiste des superproductions hollywoodiennes. Et on a cette rencontre comme ça qui brouille toutes nos idées reçues et que j'ai retrouvées dans un autre livre dont j'aime beaucoup le titre, que je trouve très poétique, c'est Province de la nuit de Loïc Merle. Effectivement, des histoires d'accueil de manuscrits, c'est donc Eva Chanet, l'éditrice le roman de Jeanne et Nathan de Clément Camard-Mercier, qui effectivement réceptionne ce roman et là d'un coup est percuté à la fois par une écriture, par une histoire qui vient effectivement bouleverser ou plutôt confronter pas mal d'a priori. Effectivement, cette actrice de pornographie complètement accro à la drogue pour pouvoir oublier ce que son corps, ce qu'elle doit faire subir et en même temps à son corps, et en même temps ce professeur qui lui aussi est soumis à la drogue. Mais ça lui permet, lui, de faire face, justement, un peu timide, à ce qu'il doit supporter au quotidien. Et finalement, à travers ce livre, on voit bien qu'on bascule d'une société de consommation, donc qui est là, effectivement, extrêmement présente, à une société de l'addiction
et ils vont se rencontrer tous deux dans un centre de désintoxication. Et c'est Tristan et Iseux en mode trash finalement qui vient justement interroger et questionner, mais tout ça avec une écriture assez formidable qui à aucun moment ne crée de malaise, à aucun moment ne crée de désagrément en fait, alors que ce qui est décrit peut être assez cru. Somme toute, on est face à cette écriture où on observe avec une certaine aisance finalement cette histoire absolument rocambolesque aussi, parce que les issues sont assez surprenantes, bien que violentes. Alors, vous parliez de territoire, mais il y a aussi beaucoup d'engagement écologique à l'intérieur de la rentrée des éditions Actes Sud. Et là, je pense au livre de Clara Arnaud qui raconte, je vous laisse le raconter parce que c'est assez passionnant. Et donc, c'est le deuxième roman que nous publions de Clara Arnaud, qui avait publié jusque-là La Verticale du fleuve. Et là, à travers, et vous passerez comme des vents fous, elle nous raconte une estive. Comment des bergers, effectivement, se retrouvent l'été, finalement, dans des territoires de montagne, soumis justement à la réalité de ce territoire, tant par la beauté de la nature, mais aussi par la dureté des conditions. Et on est sur un territoire où l'ours a été réintroduit. Et finalement, cette figure centrale de l'ours, elle va croiser deux histoires qui vont se dérouler en parallèle. L'une, l'histoire d'un dompteur d'ours, jeune garçon qui va réussir à aller attraper un ourson et élever. Donc, on est fin des années 1800. Il va attraper cette oursonne et puis il va partir à New York pour devenir montreur d'ours et nous raconte cette vie avec cet ours. Et puis, l'estive, la menace de l'ours, parce qu'il est là, à la fois une jeune naturaliste observe cet ours, et les bergers, eux, subissent certaines pertes. Et donc se mêlent là aussi plein de voix différentes qui nous amènent à regarder justement cette nature à la fois sauvage, mais finalement où l'homme a envahi l'ensemble des territoires. Et donc Clara vient interroger aussi sur la place que l'on peut laisser aujourd'hui aux sauvages dans nos sociétés. Alors, il y a aussi des livres dans la rentrée d'Actes Sud qui font recension d'une mémoire récente. Et là, je pense au livre sur la mémoire d'un bidonville de Casablanca. Mais je voudrais qu'on termine sur un auteur très connu, des libraires, des lectrices, des lecteurs, des éditeurs que vous publiez en cette rentrée. C'est Mathias Hénard, qu'on attendait tous et qui est fidèle à son sens de la grande histoire contemporaine du XXe siècle. Il tire les fils pour mieux nous faire comprendre des enjeux géopolitiques. Exactement. Donc, Mathias revient avec un roman resserré, on pourrait dire cette fois, qui à la guerre, on va dire, qui met la guerre au centre. Mais la guerre est le sujet principal, mais les histoires qu'il raconte sont périphériques. Elles vont raconter la guerre par l'ailleurs, par les autres, par des personnes qui vont s'y retrouver confrontées de façon différente. Ce sont deux histoires qui vont avancer en parallèle. La première, qui est celle par laquelle il a commencé l'écriture de ce livre, est l'histoire d'un grand mathématicien dont on fête la mémoire à l'occasion d'un colloque qui est organisé par sa fille. Et sa fille va raconter l'histoire de ce scientifique qui a voué sa vie aux mathématiques, mais aussi au socialisme. Avec sa femme également, avant que la guerre n'éclate, ils sont très engagés. Elle va pouvoir fuir, et finalement, lui va être arrêté, va être interné dans les camps, et là va écrire sa grande œuvre, qui est à la fois... Et c'est là où je pense qu'on retrouve beaucoup Mathias, c'est-à-dire c'est une grande œuvre mathématique, mais c'est une grande œuvre poétique. Et finalement, la science est toujours entremêlée comme ça de beaucoup de sensibilité. Et puis, ce colloque est interrompu par les attentats du 11 septembre. Et finalement, c'est le récit de sa fille qui va raconter ce père, et avec le personnage de la mère qui est comme un pivot dans cette histoire et qui, à travers sa propre histoire, révèle finalement qui est cet homme. Et puis la guerre en Ukraine est arrivée, et là, d'un coup, les images qui sont apparues ont invité cette deuxième histoire, qui est l'histoire d'un déserteur. On ne sait pas d'où il déserte finalement. Ça ressemble quand même beaucoup à un maquis méditerranéen, mais on n'a pas plus d'informations. On ne sait pas quelle guerre il déserte, mais
on sent que malgré tout, il a du sang sur les mains, bien entendu, Ouais. et la douleur de sa présence sur le front est puissante. Et c'était un exode comme ça qui se fait au sein du maquis. Là aussi, un personnage féminin apparaît et qui sera là aussi le révélateur de ce personnage. Ben merci, n'en dites pas plus. Merci et bravo. Alors la rentrée, Emmanuel, ça se présente comment? Il est moins question de guerre ou d'histoire dans Un peu dans votre... angoissé, Emmanuel? Non, pas trop. Non, j'allais dire que ça doit être ma 25e rencontre. Je serai demain à Lyon, la semaine prochaine encore à Montpellier. Bon, écoutez, je ne sais pas quoi vous dire. Une rentrée littéraire, bon, c'est effectivement quelque chose qui se concocte de manière assez, en ce qui me concerne, de manière assez solitaire. Pour parler comme mon ami Olivier Nora, j'ai choisi cette année de publier le moins possible. J'avais pu en publier encore moins, je l'aurais volontiers fait. Oh, bah d'abord parce que c'est moins fatigant, comme ça on porte moins de livres, il faut parler de moins de choses. Ensuite parce que c'est plus raisonnable et plus vertueux. Donc on a effectivement une diminution de nombre de titres. On publie 8 livres, dont un premier roman étranger. Je pense que c'est mieux pour tout le monde, c'est mieux pour les auteurs, que ça leur permet d'exister de manière plus facile dans une rentrée qui est toujours une forme malgré tout de sport automobile, de compétition, de crash, d'accident, de bonnes surprises, parce qu'à l'heure où on parle, on ne sait jamais ce qui va marcher. L'année dernière, on ne savait pas plus. Et en ce qui me concerne, l'année dernière, c'est l'auteur le moins connu de la rentrée qui a vendu le mieux, avec un concours des lycéens. Bon, donc on ne peut rien savoir, on ne peut rien prédire, nous ne sommes maîtres de rien. Et si effectivement Mystéria, nous feignons d'en être les organisateurs, donc réduction du nombre de titres. Et puis je voudrais, parce que je suis particulièrement en forme ce matin, non je blague, je voudrais aussi en finir avec la séparation entre la narrative non-fiction et le romanesque, où les gens ont du talent, où ils n'en ont pas. C'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Vous allez voir un dessin animé de Wes Anderson au cinéma, c'est un chef-d'œuvre. Alors, est-ce que c'est un chef-d'œuvre? C'est un dessin animé? C'est un film de fiction? C'est quoi? Bon. Pour la littérature, c'est la même chose. Vous avez un livre admirable de Negar Javadi, par exemple, qui s'appelle La dernière place. C'est une auteure iranienne qui avait écrit Des Orientales il y a quelques années chez Eliana Lévy. Et qui parle de sa propre histoire familiale. Voilà, qui parle de sa propre histoire familiale. Elle parle de la dernière place prise dans un avion qui fait Téhéran-Kiev le 8 janvier 2020. Sa cousine s'appelle Niloufa, rentre dans cet avion, enfin prend la dernière place de cet avion parce que sa famille à l'Oriental la supplie de rester encore quelques jours, reste encore quelques jours. Au bout d'un moment, elle reste quelques jours, elle prend cette dernière place et cet avion va être abattu par 2 missiles iraniens le 8 janvier 2020. C'est donc un événement qu'on ne peut pas qualifier de romanesque puisqu'il est vraiment arrivé, hélas. Et que cette jeune femme, elle a 50 ans, meurt dans cet avion. Que toute la géographie, toute l'histoire de ce Moyen-Orient enchevêtré, labyrinthique, dégueulasse et vertueux en même temps, va se jouer sous les yeux lointains de Negar Javadi. Donc ce que par exemple pose comme thématique ce livre, c'est à la fois d'exister dans l'exil. Qu'est-ce que c'est que recréer un pays 30 ans après qu'on n'a pas connu parce qu'elle est fille d'opposants politiques. Elle a donc fui avec ses parents 30 ans avant en marchant à travers les frontières le pays. Et donc ce qu'elle raconte dans ce livre est tout sauf un roman. Et en même temps, ça se lit comme un roman. Donc c'est quoi une frontière? Comme un roman policier vrai. Absolument. Et hélas tragique, avec une dimension tragique. Alors je voudrais qu'on parle d'un auteur qui est reconnu depuis longtemps dans le monde de la librairie, dans le monde des lecteurs et des lectrices évidemment. C'est Luc Lang qui a obtenu beaucoup de prix littéraires durant ces derniers temps et qui là, je crois, pour la première fois, se livre un récit autobiographique. Je ne suis pas pratiquante de judo, mais j'avoue que j'ai lu ce livre. Karaté, j'ai lu. Le père faisait du judo, le fils voilà. fait du karaté. Ça complique un peu. Hein. Ouais, judo, karaté, enfin bon, sport de combat. Moi, je connais que la boxe, mais celui-là,
c'est un sport de combat qui a qui a donné la possibilité à cet auteur de construire sa personnalité, de faire fi à toutes les adversités, qu'elles soient familiales, qu'elles soient amoureuses, qu'elles soient professionnelles. Et c'est un livre, c'est rare dans l'histoire de la littérature contemporaine, un livre qui rend hommage au sport comme une sorte de colonne vertébrale de l'existence. C'est un deuxième bon exemple, hein, même après le livre de Negar Djawadi, Luc Lang. Bon, il y a d'autres sensibilités dans cette rentrée, même si, une fois de plus, elle est très resserrée. Luc Lang est romancier, il a eu le concours des lycéens, il a eu le prix Médicis pour un très beau livre, il n'y a pas très longtemps. Mais je pense qu'il a éprouvé le besoin, ces 4 ans de travail, ce livre, il l'a un certain nombre de fois remis sur le métier, il l'a énormément amendé, énormément transformé. Et ce que le livre raconte, au fond, c'est, je dirais, le métier de vivre, pour prendre un titre célèbre ailleurs. C'est le métier de vivre. C'est qu'est-ce qui vous fait vivre et qu'est-ce qui vous fait vous relever une fois que vous chutez? Qu'est-ce qui vous fait vous remettre à recommencer à espérer de vivre une fois que vous avez chuté pour la énième fois? Et la métaphore de la chute dans ce livre, c'est le karaté. Il se trouve que l'auteur n'a pas connu son père biologique et qu'il est donc élevé par un père d'adoption dont la première scène dans le livre, qui est très belle, le montre en train de le faire s'envoler en l'air, de le lancer dans les airs. Il a 5 ans et il retombe, indiscutablement il retombe, c'est la loi de l'pesanteur. Et de cette chute initiale vont suivre un certain nombre d'autres chutes. Le karaté, qui est un art martial, va être le fil rouge de ce livre. Mais le livre va raconter des scènes fortes, une scène terrible que je peux raconter, parce qu'elle est hélas dans le livre, donc elle est publique, qui est la scène où sa propre première femme va, alors qu'il quitte la pièce pour aller dans la cuisine, se défenestrer. Et donc quand il revient dans la pièce, qu'il entend un bruit bien sûr, il n'y a plus sa femme qui est passée par la fenêtre. C'est la chute de quelqu'un d'autre, il faut une certaine force pour s'en remettre. De la même manière, il racontera aussi un épisode incroyable en Afrique, qui donne lieu d'ailleurs à un développement dans un de ses romans. Donc ce livre, c'est une narrative non-fiction là aussi, mais ça se lit totalement comme un roman. C'est absolument romanesque, c'est très émouvant, c'est très fort, c'est très bien écrit, et c'est aussi la matrice d'un certain nombre de ses autres livres. Peut-être éprouvait-il le besoin, la nécessité de faire là un retour sur lui-même, non pas une forme de bilan, mais une forme peut-être de dialogue aussi avec lui-même, autant qu'il dialogue bien sûr avec le lecteur. Il y a un autre livre qui est très attendu dans votre rentrée, c'est le livre de Maria Pourchet, et c'est un peu rapide de dire ça, mais justement on parlait des genres. Bon, c'est un western, mais c'est un western dans le sud-ouest de la France, et il est question de MeToo, et il est question d'un acteur, et bref, c'est pas un western comme on l'attend. Oui, bon, il y a des, comme on le disait tout à l'heure, dans les rentrées littéraires, il y a des visages déjà connus des libraires qui ont la gentillesse de suivre stock. Ils retrouveront Luc Lang, ils retrouveront Toby Nathan, ils retrouveront Olivier Alcaïm. Puis il y a aussi des nouveautés, des nouveaux visages, plus exactement pour nous, qui sont Maria Pourchet, entre autres. Le livre de Maria Pourchet est indiscutablement un roman. Dieu sait que j'aime pas les genres, mais bon, je suis obligé à mon corps défendant d'avouer que c'est un roman. Ça se passe aujourd'hui. Je vais pas tout à fait le pitcher pour ce pas d'intérêt, vous le lirez. Ensuite, parce que je veux pas en dévoiler trop je dirais la trame. Tout ce que je peux dire, c'est qu'au début... On peut dire qu'elle prend le contre-pied de ce qu'elle a déjà auparavant écrit. Elle est ailleurs. Elle est ailleurs. C'est un roman original, moderne, excitant, probablement clivant, et qui raconte comment un personnage que tout condamne, un acteur d'une 40-45 ans de théâtre connu, commet une faute. Cette faute, il la paye à l'aune d'aujourd'hui par une forme d'annulation sociale. Est-ce que l'auteur le condamne tout à fait? Est-ce que l'auteur lui permet une rédemption? Est-ce que cette rédemption passe par l'amour? Est-ce que cette rédemption est celle que l'on voit dans certains westerns quand le héros, le lonesome cowboy, arrive dans un western, dans un saloon et qui n'a pas grand-chose pour se défendre? C'est peut-être le but de ce livre, ou en tout cas son sujet principal. Indiscutablement, et une fois de plus, je me fais souffrance pour le dire, c'est un roman. Ben voilà. Non, je dirais que la seule chose peut-être aussi qu'on a essayé de faire dans cette rentrée littéraire, qui est donc beaucoup plus resserrée, c'est d'avoir 2 premiers romans. Et ça, je crois que c'est bien, parce que ça fait longtemps qu'on n'avait pas 2 premiers romans
forts dans une rentrée. Généralement, en fait, j'en prends pas beaucoup. Il y a un premier roman dont on parlera beaucoup, de Panayotis Pasco. Alors moi, je ne regarde ni la télé, ni les réseaux sociaux, mais il est très connu d'une jeune génération. Il remplit des salles entières, jusqu'à 2000 personnes. Et c'est un premier roman à tendance... Assez drôle. Oui, assez drôle et assez tragique en même temps. Et l'autre premier roman est celui d'une jeune femme en littérature étrangère qui s'appelle Cécile Pin. Et ils ont tous les deux, Panayotis et Cécile Pin, ont 24 et 27 ans. Donc je trouve que c'est bien d'affirmer cette présence jeune littérature aussi dans une rentrée. C'est une question un petit peu générale, mais comment on fait justement, et je vous la pose à tous les deux, est-ce qu'on choisit l'âge de sa rentrée? Est-ce qu'on se dit il me faut un peu de 25 ans, un peu de 40 ans, un peu de 60 ans Non, je ne crois pas que ce soit... Enfin, c'est pas du tout construit comme cela. Effectivement, la part du hasard est assez présente à l'initial, c'est-à-dire ce qui arrive et ce qui est mûr au moment où les choix doivent être faits. Et puis après, effectivement, c'est toutes les contingences qui relèvent de notre métier, la présence en librairie, effectivement, le souci d'avoir une rentrée resserrée. C'est aussi important chez Actes Sud depuis quelques années, parce que ça nous permet de porter les auteurs, ce qui fait sur notre rentrée certainement aussi le point d'orgue, c'est ce lien à l'écriture, où en particulier là on est face à des auteurs qui tous arrivent à, même ce premier roman, à une écriture d'une très grande maturité. Je citais tout à l'heure Sylvain Coher qui carrément invente une langue et nous amène justement sur les flots avec la terre n'existe plus, il faut bien inventer un nouveau langage, et il s'y attelle avec une énergie féroce. Et comme Lionel Trouillot aussi, voilà, c'est des langues, des livres qu'on a envie de porter, on a envie de parler, on a envie de lire à voix haute, parce qu'ils sont source de beaucoup à la fois d'émotions, beaucoup de plaisir. Et je pense que c'est aussi ça, c'est à la fois effectivement raconter le monde, mais s'appuyer sur des auteurs qui ont une maîtrise de l'écrit, maîtrise des mots, et qui nous font énormément voyager à travers tout cela. Et Manuel, Qu'espérez-vous de cette rentrée, Emmanuel? D'être toujours là l'année prochaine pour vous la présenter, celle de l'année prochaine, non. On ne sait pas, la période est toujours amusante, disons, entre le mois de mai et le mois de juillet, on présente nos rentrées, on y met toujours tous, je pense, beaucoup de conviction, beaucoup de sincérité. Je crois réellement que le travail d'éditeur ne devient en littérature pas très facile. Et ce qui est excitant, c'est de savoir qu'on ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait vraiment pas ce qui va se passer. Certaines choses sont peut-être plus écrites que d'autres, mais il y a un très grand coefficient de surprise qui rend encore les choses plus excitantes et en tout cas permet à cette roulette de continuer de rouler. merci beaucoup. Merci. On enchaîne ou on fait une pause café? Moi, je propose une pause café. On vote? Ok. Pause café, tout le monde applaudit. Merci beaucoup. Merci Manuel. Merci Anne-Sylvie.